Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien et également que vous avez bien le partage d'écran. Alors pour l'instant simplement sur une page de PowerPoint. Et puis n'hésitez pas à m'indiquer si tout va bien. Voilà, si vous le pouvez en me l'écrivant. Voilà, je vous écris dans le fil de discussion ou dans le module de questions-réponses pour donc ce webinaire en partenariat avec Fidroit. Alors, merci beaucoup pour vos retours. Alors, je vais juste patienter, pardon, juste 2 petites minutes, parce qu'il y avait 2 liens pour cette session webinaire et je voudrais juste m'assurer que Madame Orlac de Fidroit est bien présente pour intervenir lors de cette session, voilà, pour vous présenter des éléments en particulier. Donc, voilà, juste une petite minute, je vérifie. Ah, je patiente un petit peu le temps que tout le monde nous rejoigne. Alors pour l'instant, vous êtes déjà 48 participants connectés. Voilà, je patiente juste une petite minute. Je vous remercie. Et pour introduire quand même l'idée du webinaire, c'était ici, on vous présentait bien, en partenariat avec Fidroit, l'ensemble des contenus et des outils Fidroit à votre disposition depuis Lexis 360 Intelligence autour d'un cas concret qui est, en l'espèce, la transmission anticipée de parts sociales avec réserve d'usufruit dans le cadre d'une donation-partage. Donc, je vais être accompagnée aujourd'hui de Madame Catherine Orlac, directrice de la Harvest Fidroit Academy, qui interviendra pour une présentation juridique et de l'actualité en matière de démembrement de parts sociales. Voilà, je voudrais juste m'assurer qu'elle a bien le bon lien pour rejoindre la session webinaire, mais je vais commencer à présenter les éléments. Voilà, vous êtes 53 participants, je regarde juste dans la liste. Alors, pour les besoins du webinaire, on a désactivé vos micros, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des éléments, à me les indiquer via le fil de conversation sur Teams ou le module de questions-réponses.
Alors, pardon encore pour cette petite attente. Je vais débuter dans une petite minute. Voilà, j'attends toujours que on soit au complet. L'équipe de présentation, je pense que voilà, ça vient des 2 liens qui avaient été générés. Alors, est-ce que, madame Orlac nous a rejoint? Alors, je vais commencer quand même la présentation, et puis, de toute façon, voilà, elle n'intervenait pas au départ, donc c'est pas très, très grave. Voilà, je laisserai, quand, madame Orlac aura rejoint la session, m'envoyer un petit message dans le fil de conversation que je puisse activer son micro et le partage d'écran pour me prévenir parce que j'ai beaucoup de participants et j'ai pas de salle d'attente. Donc je peux pas le voir, je serai pas notifiée quand elle nous aura rejoint. Donc pour reposer le cadre, donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour rappel, donc ce webinaire donc va être fait en partenariat avec Fidroit, notamment pour vous montrer tous ces contenus-là qui sont à votre disposition sur Lexis 360 Intelligence. Donc à partir d'un cas concret, en l'espèce, pour poser les éléments, une personne donc en l'espèce veuve se rend à l'étude en vue de transmettre de manière anticipée les parts sociales d'une SCI à ses 2 enfants. Et on est parti donc sur la préconisation d'une transmission anticipée des parts de la SCI avec réserve d'usufruit dans le cadre d'une donation partage. Donc là, c'est vraiment durant le webinaire dérouler tout ce parcours, toute la stratégie et présenter donc ce cadre-là avec tous les supports qui sont à votre disposition pour ce faire. Donc là, je vais repartager cette fois-ci mon écran sur la page d'accueil Lexis 360 Intelligence. Donc, hop, voilà, elle va apparaître ici dans quelques petits instants. Toc, voilà. Donc là, normalement, vous devriez avoir en partage donc Lexis 360 Intelligence. Donc, depuis la page d'accueil Lexis 360 Intelligence, eh bien, vous allez retrouver tous les éléments de notre partenaire Harvest Fidroit. Alors, 2 endroits pour rejoindre ces documents, ces simulateurs qui sont dans tous les abonnements notaires Lexis 360 Intelligence. Vous avez ici cette page d'accueil et vous le voyez à gauche, vous avez ce bouton. Donc là, c'est un premier accès vers les simulateurs Fidroit. Voilà, quand vous cliquez, je vous le montre tout de suite, vous arrivez directement sur cet environnement et on les reverra ensemble un petit peu plus tard avec ces 6 parcours, 6 simulateurs qui vous sont ici proposés. Mais on a aussi, et je reviens pour cela sur ma page d'accueil, des accès directement dans les contenus. Depuis la page d'accueil Lexis 360, vous allez retrouver notamment dans la colonne
contenu pratique ici dans le parcours, eh bien, les infographies FIDROIT, qui sont toute une série de documentation, de schémas, de PowerPoint à votre disposition. Et puis, on a des passerelles vers les contenus FIDROIT, depuis les contenus Lexis 360 Intelligence, et notamment dans nos fiches pratiques. Voilà, ça me donne l'occasion, pour peut-être certains d'entre vous qui ne les consultent pas ou qui ne les connaissent pas, de vous présenter ces contenus-là sur Lexis 360. Donc, toutes les fiches pratiques, vous y accédez en cliquant ici, voilà, directement, et vous retrouverez toute une série de fiches pratiques à votre disposition sur vos grands domaines d'exercice, famille, fiscal, immobilier, international, rural, etc. Alors voilà, je marque juste une toute petite pause pour vérifier que tout va bien. Voilà, j'ai autorisé le micro. Catherine, donc cette fois-ci, voilà, tu pourras intervenir. Je vais autoriser également, voilà, la caméra. Tout est bon. C'est bon, Muriel, je vous laisse. Voilà, ton micro est activé, mais c'est tout bon. Bonjour à tous, désolée, je n'avais pas reçu le lien de connexion. Donc, du coup, je suis désolée, j'ai loupé le début. Et donc, c'est à moi, c'est ça? Non, pas du tout. Non, non, Pardon. j'étais simplement en train de présenter le début du parcours, et je te Ok, signalerai quand, voilà, ok, quand je te d'accord. donnerai la parole. Eh bien, Merci. je reprends tout de suite. Donc, toujours sur mon partage d'écran. Alors, c'est pour vous montrer ces passerelles-là. Donc là, pour rappel, dans notre cas d'usage, dans notre cas d'espèce, on est parti donc sur une transmission anticipée des parts sociales avec réserve d'usufruit dans le cadre d'une donation-partage. Donc, par exemple, je vais déplier l'arborescence ici famille. Je vais retrouver la thématique libéralité, et dans la thématique, la fiche ici, rédiger une donation partage. Donc, quand on arrive sur une fiche pratique, pour les personnes qui ne les connaîtraient pas, ces fiches-là, eh bien, on va retrouver toujours l'ensemble des éléments, le pas à pas, pour rédiger l'acte de donation partage, avec l'aperçu rapide, les formalités préalables, la rédaction, et puis les formalités et la taxation. Et on a toujours ces mêmes rubriques. Et puis à droite, vous le voyez, vous avez tous ces liens, toutes ces passerelles vers les contenus de notre partenaire FIDROIT. Donc l'accès directement au simulateur en matière de succession. Et puis ici, c'est ce qui va m'intéresser. Vous allez retrouver cet encadré, voire plus. Et là, eh bien, on a cette thématique qui est développée dans les contenus FIDROIT sur la donation en nue propriété. Donc, de la fiche pratique, Lexis 360, LexisNexis, je vais pouvoir, en cliquant directement sur donation en nue propriété, bien retrouver l'environnement FIDROIT. Donc, c'est cette passerelle-là que vous retrouverez entre chacun de nos contenus, et vous arriverez sur cette page. Alors là, vous allez directement arriver sur l'onglet « À maîtriser ». Donc là, qu'est-ce que vous allez retrouver? Tous les éléments sur la donation en nue propriété. Donc, dans la donation en nue propriété, on vient récapituler ici les objectifs. Voilà, transmettre tout en conservant les revenus. Toutes les réponses qui sont apportées par cet acte. Et puis après, on va retrouver notamment, alors il y a beaucoup d'informations dans ces contenus-là, les avantages fiscaux, économiques, tout ça, ce sera présenté, vous le voyez, sous forme de tableau, avec chaque élément qui est bien détaillé. Voilà, donc les droits de nue propriété, et puis tous les éléments, les points d'attention, ici, et puis encore, qui va pouvoir réaliser la donation, qui peut recevoir cette donation en nue propriété. Donc là, vous avez vraiment beaucoup d'éléments avec vraiment l'ensemble des éléments intéressants, la préparation de la stratégie, et consolide vraiment la stratégie. Donc moi, ce qui va m'intéresser, parce qu'ici on est dans le cadre de part sociale, c'est le point qui est un petit peu plus bas. Alors, hop, si je déroule, donc il y a ici, je vais le faire avec le CTRL F pour aller un petit peu plus vite, le point 4
point 4, dans la partie toujours à maîtriser sur la partie donation nue propriété, on va retrouver cette partie-là sur les démembrements des parts sociales. Et là, on va vraiment retrouver tout le cadre sur ce démembrement-là. Et donc là, je vais pouvoir passer la main à Catherine Orlac, directrice de la Harvest Fidroit Academy, pour un focus vraiment sur les droits de l'usufruitier, du nu propriétaire en cas de démembrement de parts sociales. Donc je vais simplement m'arrêter ici sur ma présentation, moi, de l'accès au contenu et du fonctionnel pour retrouver tout l'environnement Fidroit. Je te laisse peut-être le partage d'écran, je départage. Je te laisse la parole. Voilà, normalement, j'ai départagé. Oui, mais sauf que je ne suis pas autorisée à partager, Catherine. Il faudrait juste me donner les droits. Alors, c'est parce que tu ne dois pas être en co-animateur et ça. Alors, si je te retrouve, est-ce que je peux juste... Je vais repartir sur la liste des participants. Alors, j'ai une question, je vais y répondre pendant que j'essaye de régler le partage. Ouf. Sinon, n'hésite pas, si jamais je suis coincée, à, je ne sais pas si c'est un PowerPoint, m'envoyer par mail. Absolument. Et je le ferai défiler. Ce n'est pas idéal, mais mettre en évidence pour tout le monde, définir comme signeur, voilà, désigner comme présentateur. Voilà. Donc là, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Normalement. Absolument. C'est tout bon, super. Catherine. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler pendant quelques instants du démembrement. Est-ce que vous voyez bien mon partage? C'est bon? Je veux juste bien un retour. Ouais, ok, merci. Donc, je vais vous parler pendant quelques instants du démembrement de parts sociales et des points d'attention que vous devez avoir dans vos pratiques professionnelles et notamment dans la rédaction des statuts. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai fait un choix sur une vingtaine ou une trentaine de minutes des points vraiment qui m'apparaissent comme très importants, et notamment en matière de démembrement de droits sociaux et de parts sociales en particulier. Il me semble qu'il y a 3 domaines dans lesquels vous devez être très attentif. C'est l'organisation du pouvoir, l'organisation ensuite, deuxième point, des revenus, et enfin l'organisation de la fiscalité qui doit absolument être adaptée. Étant entendu que, comme dans le cas que Catherine présentait, dont elle vous reparlera après mon intervention, la plupart du temps, lorsque des personnes souhaitent transmettre leur part sociale, elles vous donnent des consignes qui sont bien légitimes et qui sont les suivantes. C'est « je veux bien transmettre les parts de ma société, mais je veux garder le pouvoir et je souhaite garder un maximum de revenus ». Et l'idée, c'est que si vous vous contentez de réaliser une donation de nue propriété avec réserve d'usufruit sur les droits sociaux, eh bien, la loi est faite de telle sorte que finalement, l'usufruitier aura peu de pouvoir et finalement des revenus qui ne seront pas forcément bien définis. Et c'est donc votre ingénierie et l'ingénierie statutaire qui va permettre vraiment d'adapter les besoins du client et notamment les clauses que l'on va pouvoir calibrer sur mesure qui vont permettre d'arriver aux objectifs que souhaite atteindre le client. Sur la question de l'organisation du pouvoir, il y a 2 points d'attention que vous devez absolument avoir et que vous avez certainement en tête. Je voulais y revenir avec vous. Tout d'abord, la qualité d'associé. Il ne vous a pas échappé que récemment, la Cour de cassation a, dans un arrêt cette fois assez clair, indiqué que l'usufruitier n'avait pas la qualité d'associé et que seul le nu propriétaire possédait cette qualité. On a donc des conséquences pratiques importantes. La première, c'est que l'usufruitier n'est pas
décompter parmi les associés pour savoir si la société respecte le nombre minimum d'associés. Et notamment, vous le savez, en matière de société civile, lorsqu'on crée une société civile, elle exige, cette société, d'avoir au moins 2 associés lors de la constitution. Si vous avez un usufruitier de parts sociales et un seul nu propriétaire, eh bien, on ne sera pas dans les clous et on aura une société qualifiée de fictive. Autre conséquence pratique, l'usufruitier n'étant pas associé, il n'est pas tenu des dettes sociales, puisque celles-ci relèvent de l'obligation des associés. Donc, seuls les nus propriétaires seraient tenus au remboursement des dettes. Et puis enfin, il y a tout un tas de prérogatives que donne la qualité d'associé. Et ces prérogatives eh bien, n'appartiendront pas à l'usufruitier, n'ayant pas la qualité d'associé. Il ne pourra notamment pas poser des questions écrites, exercer une action sociale, demander la révocation judiciaire d'un gérant, etc., puisque ces prérogatives-là appartiennent à un associé. Et vous voyez que toutes ces choses-là, il faut absolument les régler, puisque votre client, souvent le parent, qui conserve l'usufruit, entend bien entendu conserver des prérogatives maximum, et donc il faut corriger. Alors, corriger comment? Première chose, vous connaissez cette règle, mais elle est très importante. Pensez toujours à laisser une part en pleine propriété à l'usufruitier pour qu'il ait sa qualité d'associé. Cette part permettra de régler la question du décompte du nombre d'associés. Elle permettra de fournir aux parents l'ensemble des prérogatives attachées à cette qualité d'associé. Mais la part en pleine propriété ne règle pas tous les problèmes et donc il faut impérativement que vous refassiez une passe sur les statuts, vos statuts, et notamment sur les clauses usuelles que vous avez l'habitude d'y insérer. Et notamment, je vous invite à avoir vraiment une alerte sur la question délicate des clauses d'agrément et le point délicat des décisions, des majorités pour la prise de décision. Parce que vous voyez bien que la rédaction classique dans ces clauses-là, c'est notamment de dire, ben, on va agréer un nouvel entrant à la majorité des associés, ou cette décision, telle ou telle décision sera prise à la majorité ou à l'unanimité des associés. Et vous voyez que ces formules très classiques, très usuelles, eh bien, ne visent que l'associé et donc de fait ne visent plus le parent simple usufruitier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à introduire probablement en préambule au statut une formule, et j'ai repris ici une formule qui avait été proposée par Rémi Gentilhomme et que je trouve extrêmement intéressante, puisqu'il proposait d'insérer en préambule au statut ce paragraphe-là. Ça vous évite d'avoir à travailler sur l'ensemble des clauses statutaires, mais en préambule au statut, vous pourriez dire par exemple, en cas de démembrement de part sociale, toute référence dans les présents statuts à la qualité d'associé doit être interprétée comme visant le titulaire du droit de vote et spécialement lorsque les prérogatives correspondantes appartiennent à l'usufruitier. Et ça vous permettra ainsi de gérer sur mesure les prérogatives et les droits de vote que vous voulez laisser à ce parent usufruitier. Donc ça, c'était pour la qualité d'associé. Puis évidemment, sur la question du pouvoir, il faut impérativement vous attarder sur la question du droit de vote. Vous avez peut-être, là encore, la règle en tête, mais l'usufruitier est le parent pauvre du droit de vote, notamment dans les sociétés autres que par action, puisque l'article 1844 ne lui laisse le droit de vote que pour l'affectation des bénéfices, tandis que le nu propriétaire, donc généralement les enfants, votera pour l'ensemble des autres prérogatives et donc l'ensemble des autres décisions. Ça veut dire qu'il faut la plupart du temps que vous reveniez sur cette clause pour la modifier. Et il y a 2 manières de modifier dans les sociétés autres que par action, 2 manières d'aménager les droits de vote entre usufruitiers et nus propriétaires. La première voie, la plus classique, qui est la voie statutaire, vous autorise à aller très loin puisque la jurisprudence qui est assez stable depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, nous dit que l'usufruitier peut voter pour l'ensemble des décisions et les statuts peuvent écarter le nu propriétaire de son droit de vote pour laisser l'ensemble des droits de vote à un usufruitier, sous la condition évidente que le nu propriétaire soit convoqué aux assemblées générales, puisqu'il est associé, et sans cette convocation, de toute façon, l'assemblée serait
nul. Mais vous voyez qu'on peut avoir un droit de vote très adapté et sur mesure et quasi absolu du coup entre les mains des parents. Alors avec une remarque, si vous vouliez faire l'inverse et prévoir par exemple que les nus propriétaires votent pour l'ensemble des décisions, ce ne serait pas possible parce que la Cour de cassation pose une limite en disant qu'à minima, l'usufruitier doit voter pour l'affectation des résultats. Il ne peut pas se voir enlever cette décision spécifique. Alors ça, c'était pour la question de la gouvernance, la manière d'aménager les pouvoirs entre les mains des parents usufruitiers lors de la transmission des droits sociaux en nue propriété. Et sachez qu'il y a une deuxième manière, depuis 2019, d'aménager les droits de vote. Si vous ne souhaitez pas passer par la modification statutaire qui peut sembler parfois un petit peu compliquée à mettre en place, parce qu'elle exige un certain nombre de choses à mettre en place, eh bien, il y a désormais une manière plus simple, qui est une voie extra-statutaire, qui a été autorisée par la loi du 19 juillet 2019. Et cette voie nouvelle, offerte par l'article 1844 du Code civil, vous autorise désormais à faire rédiger pour vos clients usufruitiers nus propriétaires une simple convention de démembrement au sein de laquelle le nu propriétaire pourra déléguer tout ou partie de ses droits de vote entre les mains de son parent usufruitier. Et donc, vous voyez que ça peut apparaître comme beaucoup moins contraignant qu'une procédure de modification statutaire. Et cette voie offre véritablement un élément de souplesse qu'il ne faut pas négliger. Alors, concernant maintenant le deuxième point d'attention que je vous recommande, c'est la question des revenus. C'est-à-dire que quand on démembre des droits sociaux, qui a le droit d'empocher les revenus? Et là, il y a pas mal de jurisprudence, plus ou moins récente, qui sont importantes et qui nous donnent la voie de ce qu'il faut faire et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez un premier point important, c'est de toujours rappeler que le résultat dans une société, c'est le revenu dans une société, c'est son résultat. Et ce résultat, tant qu'il n'est pas affecté, il n'appartient qu'à la société et à elle seule. Aussi, il faut aller jusqu'à la décision d'affectation du résultat pour pouvoir dire si ce résultat affecté appartient à l'usufruitier ou au nu propriétaire ou aux deux. Et vous savez qu'il existe 3 possibilités d'affectation que sont le report à nouveau, la distribution ou bien la mise en réserve. Si l'usufruitier décide de mettre le résultat en report à nouveau, ayez bien en tête que le report à nouveau, c'est une non-affectation, c'est une non-décision. On ne sait pas quoi faire et parce qu'on ne sait pas quoi faire, on met le résultat dans un poste d'attente et c'est toujours du coup dans ce poste d'attente qui est le report à nouveau du résultat qui est en attente d'affectation aussi. Ce report à nouveau n'appartient pas aux associés, il n'appartient pas à l'usufruitier ni au nu propriétaire, il appartient à la société et à elle seule. Tandis que si l'usufruitier a décidé de distribuer le résultat, alors la Cour de cassation est très claire, elle nous dit que tout résultat mis en distribution devient civilement un dividende et prend le caractère de fruit. Et je rappelle que le fruit, c'est ce qui va venir rémunérer la part sociale sans en altérer la substance. Eh bien, le principe, lorsqu'on démembre des parts sociales, c'est que tous les dividendes, tous les résultats distribués, donc devenus dividendes, vont dans la poche de l'usufruitier en pleine propriété, et ce, quelle que soit la nature du résultat. C'est-à-dire que on ne doit pas faire de distinction selon que le résultat est un résultat courant ou un résultat exceptionnel. L'ensemble des résultats distribués sans distinction de leur nature deviennent des fruits et vont en ce sens dans la poche de l'usufruitier en pleine propriété. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire, par exemple, que dans une société civile, si la société civile a vendu un de ses immeubles et qu'à cette occasion, elle a réalisé une plus-value, eh bien, la plus-value, qui est un élément du résultat, va, parce qu'elle sera distribuée, devenir du résultat et aller tout droit dans la poche de l'usufruitier en pleine propriété, ce qui va lui permettre d'avoir une prérogative financière plus importante que si le démembrement avait frappé l'immeuble en direct. Donc ça, c'était pour la distribution. Et puis enfin, dernière décision possible, c'est la distribution des réserves. Alors vous savez peut-être qu'il y a eu un débat sur cette question-là
En un mot, la réserve, c'est la volonté de l'Assemblée générale de ne pas faire sortir les sommes dans la poche des associés, mais au contraire de laisser les sommes à disposition de la société, et ce de manière durable, pour qu'elle puisse utiliser ces sommes au remboursement de ses dettes ou pour investir sur de nouveaux biens. On a donc une stratégie de capitalisation. D'ailleurs, comptablement, ces sommes mises en réserve montent dans les capitaux propres et pourraient d'ailleurs être intégrées au capital social via une augmentation de capital par incorporation des réserves. Alors, la question qui se pose, c'est si on distribue des réserves, à qui est-ce qu'on doit les distribuer? À l'usufruitier ou au nu propriétaire? Et en réalité, en creux, il y a une autre question. C'est au fond, quand on distribue des réserves, est-ce qu'on distribue un fruit ou est-ce qu'on distribue un produit? Et il y a eu longtemps un débat doctrinal que la Cour de cassation est venue régler dès 2015, puisque dès 2015, on a eu un premier arrêt de la Cour de cassation qui est venu nous dire lorsqu'on distribue des réserves, on ne distribue pas un fruit, on distribue un produit. Sous-entendu, on distribue un produit parce qu'on distribue du capital social par anticipation. Et nécessairement, ça vient altérer la substance des dites parts sociales. Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu par la Chambre commerciale, en avait conclu que parce que je distribue une partie du capital social par anticipation, eh bien, je dois très naturellement reporter le démembrement qui portait sur les parts sociales sur la réserve que je distribue. Or, si je reporte le démembrement sur une réserve qui est une somme d'argent, on arrive naturellement à un quasi-usufruit d'origine légale. C'est ainsi que l'arrêt de 2015 est venu nous dire, si on distribue des réserves, on doit servir les deux. On reporte le démembrement parce qu'on distribue non pas un fruit mais un produit, mais on reporte le démembrement sous la forme d'un quasi-usufruit légal. Un autre arrêt rendu en 2016, eh bien, est venu confirmer cette position pour nous dire que lorsqu'on distribue une réserve, on distribue bien un produit. Simplement, il y a eu un léger doute pendant quelques temps parce que cet arrêt, à la rédaction maladroite, on va dire, laissait entendre que peut-être cette réserve devait être distribuée au seul nu propriétaire. Alors, vous voyez bien que ce qu'il faut retenir, en fait, ce qui est important, c'est le point commun à ces deux décisions qui vient bien nous confirmer que lorsqu'on distribue une réserve, on ne distribue pas un fruit. Ça veut donc dire que ça ne peut pas aller dans la poche de l'usufruitier en pleine propriété, mais on distribue bien un produit, c'est-à-dire du capital social par anticipation, et qu'il faut donc reporter le démembrement sur ce produit distribué. On a pu penser qu'il y avait un point de discorde entre les deux arrêts, puisque le premier disait c'est du quasi-usufruit, le deuxième nous disait il faut distribuer au seul nu propriétaire, mais le débat est désormais clos par un arrêt récent du 19 septembre 2024. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de cet arrêt-là, bien que je vous ai mis une diapo avec l'extrait de l'attendu principal, mais retenez que dans cet arrêt important du 19 septembre 2024, la Cour de cassation est venue nous redire que lorsqu'on distribuait un produit, en l'occurrence ici, il s'agissait de distribuer le produit de la vente, une partie du produit de la vente suite à la vente d'un actif unique d'une société. La conclusion de la Cour de cassation est de nous dire, lorsqu'on distribue un produit, ce produit doit faire l'objet d'un quasi-usufruit d'origine légale. Et ce faisant, la Cour de cassation est venue trancher la petite incertitude qu'on avait eue du coup depuis l'arrêt de 2016. Et ce que vous devez retenir au fond, et je vous l'ai mis ici sur la slide, c'est que finalement, alors que peut-être jusque-là, vous aviez tendance à distinguer la distribution du résultat courant et du résultat exceptionnel, ce n'est pas vraiment le point important. Désormais, dans vos sociétés, il serait bon de distinguer davantage ce qui relève des fruits et ce qui relève des produits. Étant entendu que toute distribution qui porte sur des fruits, il s'agira donc là de distribuer du résultat concrètement et peu importe son origine. Eh bien, s'agissant d'un fruit, ça va dans la poche de l'usufruitier en pleine propriété, tandis que lorsque la distribution ou toute sortie d'une manière quelconque, ça peut être par exemple par la voie d'une diminution de capital légalement, toute sortie qui consiste à faire sortir un produit
de la société, eh bien, ce produit appartient aux deux et doit se faire sous la forme d'un quasi-usufruit. Et je vous invite donc désormais à revoir vos statuts et à bien définir préalablement dans les statuts ce qu'on entend par fruit, ce qu'on entend par produit et à indiquer donc eh bien, ce que je vous indique sur la slide. Les fruits, c'est pour l'usufruitier. Les produits, c'est pour les deux sous la forme d'un quasi-usufruit d'origine légale. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sachant que peut-être une précision là-dessus, souvent j'ai la question de est-ce qu'on pourrait déroger à cette question du quasi-usufruit légal lors de la sortie d'un produit dans une société? La réponse est oui, puisque d'ailleurs les arrêts en question de 2015 et de 2024 ont bien tous visé la possibilité de convention contraire, mais cette convention contraire, selon nous, est limitée. Et parce qu'il nous semble que ce qu'a voulu nous dire la Cour de cassation, c'est qu'il fallait impérativement, lorsqu'on sort un produit d'une société, reporter le démembrement sur la somme distribuée. Et c'est ce report du démembrement qui est le principe. Alors, soit ce report de démembrement se fait sous la forme d'un quasi-usufruit légal, c'est le principe posé par la Cour de cassation. On peut déroger, mais la dérogation ne consistera qu'à déroger au quasi-usufruit tout en respectant le principe du démembrement. Ça veut donc dire qu'on aurait deux autres voies conventionnelles possibles, soit la répartition de la somme entre usufruitier et nus propriétaire au prorata de la valeur respective de chacun de leurs droits, soit encore un remploi en démembrement sur un nouveau bien de la somme distribuée. Pour finir cet exposé sur les prérogatives de chacun sur le démembrement des parts sociales, eh bien, il y a un dernier point auquel vous devez être attentif. Et notamment ce dernier point, c'est la question fiscale. On a vu en premier point qui avait le pouvoir, en deuxième point qui avait les revenus, et le troisième point, c'est évidemment qui est redevable de l'impôt. Et oui, il ne faut surtout pas, et je le dis en préambule, il ne faut surtout pas faire de confusion entre mon deuxième point et mon troisième point. Mon deuxième point ne consistait pas à dire qui paye l'impôt. Il consistait à dire qui empoche les sous. C'est pas pareil. Alors que ce troisième point, c'est qui est redevable de l'impôt à payer. Et là, de deux choses l'une. Soit votre société est à l'IS. Et il n'y a pas de question à se poser parce que, s'agissant d'une opacité fiscale, la société, et elle seule, est redevable de l'impôt. Tandis que, et c'est plus délicat, et c'est souvent le cas, notamment quand on a affaire à des sociétés civiles. Lorsque la société est à l'IR, on est en semi-transparence fiscale, et vous savez qu'en ce cas, les associés doivent payer l'impôt. Qui alors de l'usufruitier ou du nu propriétaire est le redevable? Eh bien, l'administration fiscale, au travers du BOFIP, nous donne un principe qui est le suivant. Elle nous dit, l'usufruitier doit payer l'impôt sur le résultat courant, tandis que le nu propriétaire est redevable de l'impôt sur le résultat exceptionnel. Et vous voyez que ce principe posé par la doctrine administrative peut sembler ne pas être cohérent du tout par rapport à tout ce que je viens de vous raconter jusque-là. Puisque je vous ai dit que sur celui qui empoche sur les prérogatives financières, on ne faisait pas de distinction entre résultat courant et résultat exceptionnel, puisque c'est l'usufruitier qui devait empocher l'ensemble du résultat sans distinction de l'origine lorsque les résultats courants exceptionnels étaient distribués. Et vous voyez que si on a distribué tout à l'usufruitier et qu'au moment de payer l'impôt, on dit au nu propriétaire, tu n'as rien perçu, mais c'est toi qui vas être le redevable de l'impôt sur résultat exceptionnel, et il y a quelque chose qui cloche. L'administration fiscale elle-même reconnaît que le principe peut ne pas être logique, et c'est la raison pour laquelle elle propose, dans la doctrine administrative, de pouvoir, au travers d'une convention de démembrement, convention qui aura une connotation fiscale, eh bien, aménager le principe de l'impôt, et elle nous autorise, chose très rare, à modifier conventionnellement les redevables de l'impôt. Alors, elle nous autorise, voire même elle nous invite très fortement, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut adapter ce que vous aurez fait au moment de la distribution. C'est-à-dire que si on a tout distribué à l'usufruitier, en réalité, il faut faire une convention pour indiquer que l'usufruitier sera le redevable de tout l'impôt, y compris sur le résultat exceptionnel. Et vous voyez qu'on revient à quelque chose de logique qui, au fond, consiste à
faire en sorte que celui qui a empoché les sous soit le seul redevable de l'impôt. Cette convention autorisée par la doctrine administrative est tout à fait possible, mais sous deux conditions. Elle doit être conclue avant la clôture de l'exercice et elle doit être faite sous la forme d'un acte ayant date certaine, donc à minima enregistré auprès des impôts. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, même si on est sur un temps très court, je voulais vous dire à quel point nous avons cette conviction, et j'espère vous l'avoir fait partager en ces quelques minutes, que le démembrement des parts sociales est une merveilleuse stratégie de transmission. Lorsqu'on a des parents qui, désireux de transmettre, n'en ont pour autant pas moins la volonté de conserver des pouvoirs étendus et des prérogatives financières étendues. Et c'est ce que propose cette stratégie de démembrement de droits sociaux, puisque je vous l'ai montré, on peut avoir un pouvoir quasi absolu grâce à la bonne combinaison des statuts sur les droits de vote. On peut aussi le faire par la voie conventionnelle. Grâce à une bonne rédaction statutaire, on peut aussi faire en sorte que l'usufruitier ait des revenus sur mesure, soit parce qu'il distribuera, soit parce qu'il mettra en réserve pour laisser les enfants à terme recevoir ces revenus-là. Et on a également une fiscalité sur mesure parce que, comme je viens de vous l'indiquer, elle est parfaitement adaptable grâce à la convention qu'autorise l'administration fiscale. Voilà, de manière assez rapide, les quelques points d'attention dont je voulais vous faire part et sur lesquels vous devez être attentifs dans la rédaction des statuts lorsque vous conseillerez cette stratégie de démembrement des parts sociales. Catherine, j'en ai terminé et je te redonne la parole. J'arrête mon Merci partage. beaucoup. Alors, il y a juste exceptionnellement, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais juste une toute petite question, si tu es d'accord, sur est-ce que la plus-value de la cession d'un bien immobilier cédé est-elle qualifiée de produit ou de fruit? Il me semble qu'il peut y avoir discussion, comme on a un petit peu de temps. Mais, Alors oui, pour la question de Marine, la tout à fait. plus-value de cession d'un bien immobilier cédé est-elle qualifiée de produit ou de fruit? Alors le principe, Marine, et j'imagine que votre question intéresse tout le monde, le principe, c'est qu'une plus-value de cession qui, en principe, est un résultat exceptionnel, mais qui d'ailleurs, selon la nouvelle norme comptable en vigueur depuis le 1er janvier 2025, est désormais un simple résultat courant. Donc, il n'y a pas tellement de doute, Marine, en réalité, sur ce point. La distribution d'une plus-value de cession, pas du prix de cession, hein, mais d'une plus-value de cession, est un résultat que l'on distribue, et un résultat distribué est un fruit qui va dans la poche de l'usufruitier. Il y a peut-être une exception, et c'était l'objet de l'arrêt de septembre 2024, mais l'arrêt était vraiment un cas d'espèce, puisque en l'espèce, la société avait vendu son actif unique et l'objet étant restreint, il semble que la société ne pouvait plus exercer son activité. Et de ce fait, en plus, la société a été à l'IS, il y avait des amortissements très conséquents, si bien que la distribution de la plus-value avait consisté à distribuer non seulement la plus-value économique, mais aussi une plus-value comptable qui venait altérer le prix de cession. Et c'est parce que dans ces circonstances, la distribution venait altérer le nominal et le capital de départ que la Cour de cassation est allée sur le quasi-usufruit. Donc, pour résumer, en principe, une plus-value de cession est du simple résultat qui est distribué, va dans la poche de l'usufruitier. Ça n'est que dans des circonstances exceptionnelles, notamment l'arrêt de 2024, que ça deviendra un produit. Merci beaucoup. Je m'en excuse de côté. Voilà les deux autres questions. Si on a un petit peu de temps, on y reviendra. À la fin. Et puis, juste pour terminer en ce parcours, eh bien, voilà, je vais réactiver ma caméra. Je repartage donc mon écran. Je suis revenue dans l'environnement donc FIDroit. J'espère que vous l'avez bien. J'ai eu une question juste avant la présentation de comment comment retrouver la recherche rapide. Alors, si jamais,
vraiment sur cette question purement fonctionnelle. Quand vous êtes au début d'un contenu, ici par exemple, je remonte sur donation en nue propriété et que je cherche le point démembrement, eh bien CTRL F. Voilà, c'est la petite astuce. C'est Windows pour le coup. Quand vous pressez sur les touches CTRL F de votre clavier, vous allez pouvoir ouvrir la petite fenêtre Windows et puis aller taper les termes recherchés. Voilà, par exemple, si c'est démembrement, je vais retrouver tous les passages qui citent exactement le terme que je recherche dans l'entier du document. Voilà, c'était juste pour revenir sur votre question que vous m'aviez posée à laquelle je n'avais pas répondu. Donc, ça permet de très rapidement parcourir les contenus et puis arriver sur vous, la partie qui va vous intéresser. Alors, pour terminer ce parcours, vous avez toujours en second onglet « Gérer votre rendez-vous ». Donc là, sur cette partie-là, et là, je vous le rappelle, vous y avez tous absolument accès. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est toutes les questions que le professionnel aura à se poser et à poser à son client. Donc là, vous allez retrouver toute la liste des questions que vous aurez à poser. Les points clés à mettre en avant, ça va jusqu'à avoir la réponse aux éventuelles objections qui pourraient vous être formulées par le client, qui sont un petit peu plus bas. Voilà, les objections les plus courantes que souvent on rencontre ici. Voilà, réponse aux objections, ça va être « j'ai peur de manquer en vieillissant ». Et là, vous avez la réponse à apporter sur cette objection. Est-ce que ça va me coûter cher ? J'ai peur en cas de mésentente future avec mes enfants. Donc, ça va jusque-là. Voilà, vous allez retrouver ici toutes les questions à poser, à vous poser vous, à poser au client, et puis éventuellement, comment bien répondre aux éventuelles objections qu'il pourrait mentionner. Dans le troisième onglet, ici toujours au-dessus, vous avez des exemples. Voilà, ça permet d'illustrer d'une situation précise. Voilà, si j'ai un patrimoine de ce montant-là, si rien n'est fait, voilà ce qui sera au niveau de la succession. Et puis, si une donation est mise en place, voilà ce que ça pourra effectivement apporter. Alors, on peut le faire directement. C'est-à-dire que là, une fois que je suis ici dans l'environnement donation en nue propriété, je peux retourner ici, vous le voyez à gauche, sur la page d'accueil de FIDroit. Et là, je vais retrouver ces 6 parcours. Le parcours qui m'intéresse aujourd'hui, c'est préparer la transmission anticipée du patrimoine. Et puis là, on peut aller ici faire une simulation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer l'efficacité des préconisations que l'on a faites en simulant. Alors là, pour les besoins du webinaire, on a pris vraiment un cas assez simple, mais on peut aller très loin sur les simulations. Donc là, je vais reprendre en l'espèce les éléments sur mon client, donc sa date de naissance, sa situation familiale. Il a 2 enfants, donc tout ça, je l'indique. Et puis après, en deuxième rubrique, vous avez à renseigner l'actif passif. Alors, on peut le faire ici, la saisie rapide. Donc là, j'ai un patrimoine en pleine propriété de 800 000. Mais on peut aller beaucoup plus dans le détail. Là, je vais faire la saisie rapide, mais si vous cliquez ici « Détailler », vous le voyez, vous avez beaucoup de détails que vous pourrez ici préciser. Voilà, les biens immobiliers, les biens financiers et autres biens professionnels, le passif. Voilà, donc, on peut totalement être beaucoup plus détaillé. Voilà, donc là, j'ai rentré l'actif et puis la situation. Et une fois que j'ai fait cela, je peux aller ici « Calculer ». Voilà, je lance le calcul et j'obtiens, vous le voyez, tout de suite, le total des droits de succession avec ces éléments-là. Et puis, quand vous voulez un peu plus d'éléments, vous pouvez cliquer juste ici en bas à droite sur « Suivant ». Et on retrouvera donc ces éléments sous forme de tableau. Voilà, total 800 000, 2 enfants, part de chacun. On peut l'avoir sous forme de graphique. Et puis également, cliquez ici pour avoir les éléments de calcul. Voilà, tout ça, vous pouvez l'imprimer. D'accord, et le remettre directement, remettre cette simulation que vous faites en direct, éventuellement lors du rendez-vous, directement au client. Donc ça, c'est la première simulation où j'ai juste pris les grandes masses avec l'actif de la pleine propriété, mais il est possible de détailler compte tenu du temps imparti. On est vraiment parti sur un cas simple, mais les questions du rapport, du rappel fiscal sera également gérée par le simulateur. Donc là,
je reviens cette fois-ci sur donc mon simulateur et j'en fais une seconde de simulation, mais avec juste cette fois-ci la nue propriété. Donc là, ça n'a pas changé, hein, je reprends les éléments ici voilà, sur hop, le client. Donc toujours hop, et puis cette fois-ci, voilà, 2 enfants, sauf que là dans actif-passif, donc je reste en saisie rapide, eh bien je prends donc la valeur 500 000 et puis après je vais aller ici ajouter une donation. Voilà, donc là on la nomme, hein, la donation comme on le souhaite. Par exemple, je vais mettre le nom du client, la date toujours pour pouvoir générer donc cette seconde simulation. Hop. Alors, toc 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 toc. 2005. Et puis, donc le type, c'est du partage. Ici, OK. Et puis après, avec réserve d'usufruit. Donc tout ça, je le renseigne. La valeur de la donation. Hop. 300 000. Donc voilà, je vérifie tous les éléments que j'ai ici renseignés. Et puis donc les donataires désignés, les parts de chacun. 50 et 50. Voilà, une fois que j'ai rentré mes données, eh bien, je vais faire exactement la même chose, je vais lancer le calcul. Voilà, et là, j'obtiens sur cette seconde simulation le total ici des droits de succession. Avec toujours ici le récapitulatif, et puis sur suivant, on peut avoir beaucoup plus d'éléments, comme on le souhaite, sous forme de graphique. On retrouve le tableau, et puis les éléments de calcul, toujours ici. Qu'on peut toujours aller imprimer directement, bien sûr, si on veut remettre cette simulation au client. Voilà, pour vous montrer ces simulateurs qui font partie évidemment des contenus accessibles et des outils surtout accessibles depuis l'Exis 360 Intelligence, donc depuis l'environnement Phi-droit. Voilà. Alors, toujours dans cette rubrique, donc préparer, on le voit au-dessus, la transmission anticipée du patrimoine. Donc, je retrouve ici la possibilité de faire mes simulations pour bien montrer l'intérêt des préconisations faites à votre client, avec donc l'évaluation et comparer les deux montants. Et puis, vous avez, pour terminer, un onglet ici « Approfondir votre réflexion ». Voilà, si vous voulez creuser des sujets en particulier, c'est sous forme de questions-réponses. Voilà, par exemple, si je me pose la question « Quelles sont les conséquences du paiement des droits de donation par le donateur ?» Eh bien, je vais retrouver ici, tout de suite en cliquant, les éléments, voilà, avec la question, la réponse. Et bien sûr, tous ces liens cliquables pour retrouver la publication au BOFI, pour retrouver tous ces éléments directement ici. Voilà, remarque, la vente du bien donné, le bien donné démembré, conséquences civiles et les références qui sont toujours tout à la fin. Donc ça, c'est la rubrique qui va permettre de retrouver toute une série de questionnements auxquels vous allez avoir toutes les réponses. Et puis, hop, si je reviens sur mon simulateur, donc en matière de transmission anticipée sur le parcours transmission anticipée de patrimoine, vous avez une dernière rubrique pour terminer, qui est la présentation de votre stratégie. Alors, cette rubrique-là, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous les utilisez déjà. C'est toute une série de documents Word qui sont restituables aux clients finaux, voilà, avec l'acte que l'on peut mettre à l'en-tête de votre étude et imprimer le Word, remettre l'en-tête de l'étude et puis simplement la remettre au client. Voilà, donc là, je peux aller cliquer sur donation ici en nue propriété et je vais retrouver le Word qui va se charger sur mon poste directement. Alors là, je pense que vous n'allez pas le voir, il faut que je repartage mon écran, mais quand même pour vous montrer à quoi cela ressemble. Toc, je vais simplement repartager. Tac, là, vous ne voyez plus rien, c'est normal. Je repartage à l'instant. Voilà. Donc ça, c'est le Word qui s'est chargé simplement en cliquant depuis donc présenter votre stratégie et puis je vais retrouver donc cet élément-là avec tout le détail de la donation en nue propriété, prête à l'emploi, prête à imprimer et à remettre
à votre client. C'est vulgarisé pour que ce soit aisément compréhensible par toutes les personnes. Voilà. Et bien sûr, vous pourrez le personnaliser comme vous le souhaitez. Alors, je vais repartager sur l'environnement. Hop, voilà. Alors, il y en a plus, hein, évidemment, des documents. Vous retrouvez tous ces documents ici qui sont à votre disposition. Vous avez une synthèse également proposée sur la donation en nue propriété. Donc là, elle va s'afficher sur mon écran. On arrive ici et on a ici l'accès. Elle va se télécharger. Voilà, normalement, vous la voyez apparaître pour vous montrer cette documentation-là qui est très intéressante, que vous avez à disposition pour vous appuyer sur tous ces documents. Donc là, on a faire une donation en nue propriété avec vraiment ce petit schéma qui vient parfaitement reprendre tous les éléments. Voilà, pour le parcours complet. Sur la donation en nue propriété, avec bien sûr un autre cas qui était démembrement de parts sociales. Et pour terminer, si je reviens sur la page d'accueil FIDroit, eh bien, on retrouvera donc ces 6 parcours. Là, on a bien sûr présenté la préparation de la transmission anticipée du patrimoine, mais vous l'avez aussi pour la cession d'un bien immobilier, l'acquisition en matière d'IFI pour le conjoint survivant et pour la location meublée, avec à chaque fois exactement les mêmes parcours, le simulateur, toute la documentation à votre disposition et tous les livrables que vous avez ici, si vous voulez les utiliser pour avoir des documentations prêtes à l'emploi à remettre aux clients. Voilà, je m'arrête ici, je reviens sur la page d'accueil et ici sur le parcours. Alors, je regarde si j'ai des questions. Merci beaucoup. Je vois que tu es en train d'y répondre. Donc, si jamais, voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si Catherine, tu souhaites reprendre la parole pour les petites minutes qui nous restent, pas de difficulté. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions par écrit. Peut-être juste une précision parce que je vois que la remarque revient quand même souvent. C'était juste pour vous rappeler de ne pas faire l'erreur suivante et que l'on voit beaucoup en pratique. Lorsque vous êtes dans une société civile ou toute autre société et que vous avez des parts sociales démembrées, lorsque la société vend un bien, donc je vous donne un exemple très simple en 1 minute, la société a acheté un immeuble 100, elle le vend 120. Le résultat qui est distribuable, c'est bien les 20, c'est-à-dire uniquement la plus-value. Alors que je vois au travers de questions que j'ai ici, mais que j'ai régulièrement de la part d'autres notaires, que les clients entendent récupérer les 120. Ça n'est pas possible de distribuer le prix de cession. Dans une société, on ne peut distribuer que le résultat, et le résultat, c'est la plus-value. Donc ça veut dire que je ne peux distribuer que les 20, et si je veux sortir les 100, c'est-à-dire le nominal, je ne peux le faire que par une autre opération qui pourrait être par exemple un remboursement de compte courant d'associé ou une réduction de capital. Et il s'agira à ce moment-là de sortir un produit. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, puisque c'est un produit, ça sera du quasi-usufruit. Voilà, j'ai résumé ça très vite, mais il y avait eu pas mal de questions là-dessus. Donc, voilà. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.